Combien coûte un article, une enquête, un reportage? La valeur, le coût de l'information, c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. On enregistre depuis le Paris Radio Show. Il est 14h08. Mercredi 4 février, je suis Lola Parra-Gravioto, journaliste et fondatrice du podcast L'actu, c'est trucs de vieux. Et alors, pourquoi on s'y intéresse? La presse, les médias, les journalistes, cette image qu'on renvoie, qui fascine les citoyens, qui renvoie vers une profession de rêve. Jusqu'à 3 fois dans la vie, on m'a demandé une dédicace. Quand j'ai dit que j'étais journaliste, et ça, sans qu'ils connaissent mon nom, mon travail, ou même pas le titre pour qui je bosse. Et pourtant, on est souvent dans le ranking des métiers les plus détestés. Parce que, comme Billy Wilder écrivait pour Spécial Première, mais enfin, si on n'était pas journaliste, il faudrait qu'on bosse quoi. Mais ça, c'était il y a longtemps, en 1974, juste après le Watergate. Parce qu'aujourd'hui, la presse, les journalistes, on jongle pour équilibrer nos revenus. Parfois, c'est en faisant un peu de traduction à côté. D'autres fois, derrière le bar en servant des bières. Et ça a un impact sur la qualité de l'info, la liberté de la presse, le quatrième pouvoir, bref, la démocratie. Combien tu es payé pour un reportage? C'est une question qu'on me pose souvent. Pour vous faire une idée, parfois, on part un reportage à nos frais, en zone de guerre, avec zéro garantie de vendre notre sujet à une rédaction, et puis, on est payé au lance-pierre. Et si je vous dis que 13 500 signes, l'équivalent d'environ 5 pages et Word, est payé moins de 700 euros. Brut. Et ça, c'est le minimum syndical. Et oui, on est pauvre et en plus détesté. Quand est-ce qu'on est arrivé à ça? Sommes-nous sur la sellette, nous autres journalistes, la révolution numérique, l'arrivée des plateformes, parlons pas de l'IA, la concentration des médias, la suppression de la redevance, de l'audiovisuel, la géopolitique, la politique actuelle, bref, pour parler à la fois du coût et de la valeur de l'info, je vous propose cet échange que j'aurai avec nos invités qui sont Thibaut Bruton, directeur général des Reporters sans frontières, bonjour. Bonjour. Mathilde Salio, journaliste spécialiste tech et médias à Next Inc., podcasteuse pour Entrer la chaise et le clavier et auteur de L'envers de la tech. L'envers de la tech. Je Qui vient de parlais bien, mais sortir merci. chez les Pérégrines. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour. Et Nora Boatsoni, coprésidente de l'association Profession Pigiste, elle-même et autrice d'énormément de bouquins. Le dernier, 4 c'est Violence en cuisine, cuisine. une omerta à la française, une enquête parue chez Stock. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation. Je pose un peu les bases. On va parler avec Mathilde, la tech, comment on est arrivé à ça, les plateformes, l'intelligence artificielle. Nora, l'impact pour les journalistes. Thibaut, l'impact pour la liberté de la presse. Alors, Thibaut, dans le dernier classement mondial des Reporters sans frontières 2025, vous écrivez noir sur blanc que la fragilisation économique des médias constitue l'une des principales menaces pour la liberté de la presse. Vous parlez de censure, d'autocensure même, la pression économique, la concentration de la propriété, pression des annonceurs ou des financeurs, absence, restriction, attribution opaque des aides publiques. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit état des lieux? L'état des lieux, il est inquiétant et je crois qu'il faut d'abord rappeler ce que c'est que la liberté de la presse. À Reporters sans frontières, on considère que la liberté de la presse, ce n'est pas seulement la liberté d'expression des journalistes et ce n'est pas la liberté d'expression des propriétaires de médias. C'est au contraire une capacité d'action des journalistes au service de l'intérêt général. C'est une méthode, une profession qu'il faut défendre. Alors pour ça, il faut des médias d'information qui soient en bonne santé économique, il faut des journalistes qui soient correctement payés, qui aient les moyens de faire leur travail. Alors nous, on a une vision sur 180 pays avec ce classement mondial et les chiffres, ils sont accablants. C'est-à-dire que dans 160 des 180 pays, vous avez des médias qui nous disent ne pas atteindre la stabilité financière. Vous avez près d'un tiers des pays du monde où il y a des médias qui ferment régulièrement du fait des difficultés économiques. Vous avez aussi des situations où il y a des journalistes qui se retrouvent complètement marginalisés, paupérisés, licenciés. J'étais encore avant les événements tragiques au Népal. Et au Népal, les journalistes sont payés parfois 3 mois après la date du paiement attendu de leur employeur. Donc je crois qu'on a tapé juste en tirant la sonnette d'alarme sur le besoin de se préoccuper de la liberté de la presse comme un enjeu fondamental qui est aussi lié à l'économie des médias. Et là-dessus,
Voilà, prenons garde, ça veut dire qu'il y a à la fois un risque sur la qualité de l'information, il y a un risque aussi sur les conditions de travail de journaliste et il y a à terme peut-être la possibilité d'un dévoiement, où, le journaliste ne peut plus, être produit et c'est toutes sortes d'autres contenus qui prennent la place. Je vais rebondir sur la concentration des médias. Je peux dire que personnellement, on m'a proposé de travailler pour des médias qui ne sont pas du tout alignés avec mes valeurs et donc de signer sur un pseudo. J'ai refusé, mais il y a d'autres journalistes qui, bon, ils n'ont pas pu refuser. Est-ce que l'article était super bien payé? Même pas. Mais après une semaine à manger des pâtes, on a parfois besoin de se payer un peu de viande. Donc, les gens acceptent, ils signent sur pseudo, d'autres même pas sur pseudo parce que ça fait un peu de visibilité. Alors, est-ce on est mieux payé quand un milliardaire achète les médias? Pour revenir à la concentration, Nora? On n'est pas forcément mieux payé, puis on voit bien, ce qui se passe, avec des titres, détenus par Bernard Arnault, hein. Il y a des licenciements à tour de bras, donc on n'est pas non plus protégé quand on est en CDI dans un média qui a été acheté par un milliardaire. En revanche, on doit être aux ordres et on le voit bien, hein, les raisons pour lesquelles les milliardaires, achètent des titres de médias, c'est pas pour sauver le journalisme, c'est pour des raisons idéologiques, politiques, purement économiques. C'est pour faire pencher la balance, lors d'élections, c'est pour, faire passer de la communication. C'est une forme de propagande politique et sociale, aussi. On voit bien, je me rappelle, Le Figaro quand il y avait des grosses affaires, sur Dassault, Dassault qui donc était le propriétaire, historique du Figaro, bah, c'était pas mentionné et donc la société de journalistes du Figaro, à plusieurs reprises alertait sur le fait que l'information, était même il y avait de la rétention, et puis quand Nicolas Sarkozy avait des affaires, parce que ça fait quand même très longtemps qu'il en a, et bien pareil, Le Figaro traitait ça avec un petit entrefilet, quoi. Donc non seulement les journalistes sont pas forcément mieux payés quand un milliardaire, est leur patron, mais en plus ils sont absolument pas à l'abri d'être licenciés, du jour au lendemain, parce que, bah, ça fait pas assez d'argent. Le cas du Parisien qui est détenu donc par, LVMH, donc par Bernard Arnault, le cas du Parisien est typique, donc tout le groupe, Les Échos, Le Parisien, on voit bien là, Le Parisien, ils ont quand même gueulé les journalistes parce que on a un milliardaire qui est un des hommes les plus riches du monde, qui rachète un titre qui est déficitaire, qui est toujours déficitaire et Bernard Arnault, c'est pas un bon samaritain. Il est là pour faire du fric. Ils sont là pour faire du fric. Si un truc perd trop d'argent, on le dégage et on essaye de faire plus d'argent avec. Donc non, c'est absolument pas, une garantie d'être bien payé, ni d'être bien traité, hein. Mais tout comme, bosser pour un média de gauche n'est malheureusement pas non plus, une garantie pour être bien traité ou être bien payé. Ah oui, ça je sais aussi. Je pense qu'il est arrivé le moment de donner la parole à Mathilde, experte tech et médias, pour qu'elle nous explique plus en détail, si possible avec des exemples, des anecdotes, des cas, comment on est arrivé là. Tout simplement. Une des grosses transformations des 20-25 dernières années sur laquelle je pourrais le plus parler, c'est ce qu'internet a fait, ce que notamment l'internet 2.0 a chamboulé dans la manière dont on accédait au contenu. Déjà en permettant à tout un chacun, citoyenne, citoyen et pas que journaliste, de produire du contenu. Ça a notamment démultiplié le contenu d'information disponible. Alors pas information au sens journalistique cette fois-ci, juste, toutes les productions auxquelles on est capable d'accéder quand on se connecte en ligne, quand on va notamment sur un moteur de recherche. Pour s'y retrouver dedans, il a donc fallu construire des outils comme les moteurs de recherche et puis aussi un peu plus tard comme les réseaux sociaux pour, tenter de faire un tri, soit d'aider quand vous entrez des recherches par exemple dans des, Google, DuckDuckGo et compagnie, soit en fonction de votre profil si on s'intéresse plutôt aux réseaux sociaux, donc pour vous aider à trouver les contenus, qu'ils soient divertissants ou d'information, qui théoriquement vous intéressent le plus ou répondent le mieux à votre demande. Le problème, c'est que les plateformes qui ont construit ça, très principalement des grandes sociétés américaines, donc Google pour la partie moteur de recherche et pour un réseau de vidéos comme YouTube, Meta pour tout ce qui est Facebook, Instagram, désormais Threads, historiquement Twitter qui est devenu X, dont on va pouvoir reparler aussi. Tous ces gens-là, très souvent, ils ont mis en place des modèles, d'affaires qui reposent avant tout sur la publicité. Or la publicité, c'est aussi quelque chose sur lequel les médias, au sens traditionnel du terme, s'appuyaient beaucoup. Aussi dans les années 2000, il y a eu tout ce vent de croyances qu'on pouvait faire de l'information, cette fois au sens traditionnel du terme, gratuitement et qu'il fallait donc, la mettre à disposition gratuitement sur internet. Et en fait, en faisant ça, l'écosystème des médias traditionnels s'est aussi
plus ou moins tiré une balle dans le pied et donc là, on est encore en train de de ramasser les pots cassés, quoi. Enfin, là, on commence à revoir venir toutes les logiques d'abonnement. Le média pour lequel je travaille fonctionne sur abonnement. Il y en a de plus en plus, comme ça, mais on est passé par une décennie complète de friction assez forte sur comment est-ce qu'on donne l'information au grand public et en fait, en la rendant gratuite, peut-être qu'on l'a aussi dévalorisée aux yeux, du grand public qui a perdu l'idée que, en fait, pour la fabriquer cette info, pour fabriquer les enquêtes, pour faire de la vulgarisation de sujets complexes, pour aller demander des comptes très précisément à nos représentants, politiques, aux patrons de grandes entreprises, aux aux représentants de sphères diverses et variées de la vie sociale et ben, il fallait des gens formés, et donc il fallait aussi les payer et bref, enfin, toutes les questions qui vont dans, le modèle économique, de l'information. C'est du travail, quoi. Exactement, c'est du Écologique, c'est du travail, c'est de travail. la formation, c'est une forme d'expertise, et donc là, on arrive en plus dans un nouveau moment, je pense, où on se rend beaucoup plus compte qu'avant, notamment avec, l'ambiance, politique et géopolitique assez désastreuse avec tout ce qui se passe, notamment avec le retour de Donald Trump au pouvoir. On se rend compte de manière vraiment évidente que les réseaux sociaux, qui sont l'un des endroits où le public accède à l'information, entre, 2 vidéos de soit de copains, soit de stars qu'on aime bien, soit de whatever, de recettes, ou ça dépend ce que vous consommez en ligne. On se rend compte que ces réseaux sociaux, c'est aussi en fait des médias à part entière. Heu, Si je prends un exemple, enfin des médias pas au sens traditionnel du Je terme, mais vois des que médias Thibaut est pas oui, je d'accord. vois que Thibaut qui hoche. Et on avait déjà dans une autre Quand je dis que interview, c'est des médias à part entière, c'est dans on le avait sens, déjà ils parlé ont de des ça. lignes éditoriales. Et ça, c'est devenu très évident quand, un Elon Musk rachète Twitter pour l'abîmer, pour le transformer en X, pour licencier encore une fois ses équipes. Alors c'était pas des journalistes, mais pareil, il y a eu des grands plans de licenciement et X, plus le temps passe, plus il s'oriente ouvertement, vers une ligne éditoriale, d'extrême droite. Il pousse les contenus d'extrême droite et c'est plus dans ce sens-là que je fais une comparaison avec les médias, mais effectivement, à l'intérieur, ça fonctionne pas du tout de la même manière que dans une rédaction où il y a pas de journalistes et cetera. Heureusement qu'Elon Musk n'est pas le rédacteur en Non, chef non, du ce monde, hein, serait horrible. parce que ça, j'aurais pas envie de le lire, ce Mais canard. en plus, il y a aussi tout ce qui est la dépendance qui a été créée Oui, par exactement. toutes ces plateformes, notamment Google et Google News, avec ces médias traditionnels-là. Dès qu'il y a un changement d'algorithme, les médias enfin moi je suis journaliste depuis 15 ans, donc dès qu'il y a un changement d'algorithme, les médias, perdent un nombre de vues et de lecteurs, c'est quand même dingo. Personne n'est prévenu de rien. Du jour au lendemain, ton lectorat s'écroule, tu ne comprends pas pourquoi et donc Google sait qu'il y a une dépendance des médias et Facebook et compagnie et donc joue à fond là-dessus, économiquement aussi, financièrement, et donc quel est le choix des médias, en fait? Quelle est la vraie indépendance des médias par rapport aux plateformes pour être lus, pour être vus? Et Et ça, je d'ailleurs, pense ça que tu es la meilleure personne pour en parler. non, non, mais je voulais enfin, ça touche aussi jusqu'à la manière dont chaque journaliste tout seul, derrière son bureau ou derrière son micro fait son métier, puisque de plus en plus, on est aussi pris dans les logiques d'influence, en fait, pour réussir à toucher, que ce soit notre lectorat en tant que membre d'une rédaction ou notamment quand on est pigiste, à la fois notre lectorat, mais aussi nos potentiels employeurs, employeuses. Il y a de plus en plus une dynamique de il faut réussir à avoir une relative plateforme sur les réseaux sociaux. Donc en fait, se muer quasiment en influenceur, sauf Il que faut ça, c'est exister. encore énormément de travail gratuit et comme tu dis, à la merci d'une ligne éditoriale. Mais du coup, c'est peut-être pas le meilleur, terme, en tout cas d'une ligne algorithmique qui peut varier, effectivement sans aucune transparence. Alors qu'un média au sens traditionnel du terme, a priori le contrat avec les lecteurs, il est clair. Au sein de la rédaction, on sait quelle ligne éditoriale on suit, on sait quelle est la manière dont on traite l'information, et ça fait partie en fait aussi de l'expertise de ce type de structure précise. Faut rajouter aussi quand même que les plateformes numériques, que ce soit les moteurs de recherche, les algorithmes de recommandation, les agrégateurs de contenu, ils ont aussi, alors pas volé, mais pris, la manne publicitaire, qui était quand même un des leviers, traditionnels, historiques, d'émergence, et de soutien à la presse. Et là, il y a quand même, plus de 90 aujourd'hui de la valeur publicitaire qui se trouve, chez Google, chez Facebook et chez d'autres. Et alors parfois, c'est redispatché vers, des médias d'information, mais très souvent, c'est pas le cas. Et je pense que là, il faut vraiment qu'on renverse la vapeur parce que, il y a un pollueur qui ne paye pas, et il va falloir trouver des solutions très directes. Moi, je pense qu'il faut aussi blâmer, les choix industriels qui ont été faits par les patrons de presse qui n'ont pas été, formidables, dans, l'émergence, des réseaux sociaux notamment, et on paye aussi les pots cassés, de fiction, un peu, un peu séduisantes, mais qui étaient, au fond des leurs. Notamment, moi, je me bats énormément contre l'idée que l'information est un bien public, l'idée que c'est un bien commun. Si c'est un bien commun, personne n'a envie de payer. On la connaît la fiction du bien commun.
travailler dans l'intérêt général, c'est la mission des journalistes, mais il faut bien qu'on arrive à faire comprendre au grand public que quelqu'un doit payer, que c'est un soutien économique nécessaire. Alors ça peut être l'État, ça peut être les annonceurs, ça peut être les abonnés, ça peut être la redevance, mais tout cela a un coût considérable et ce coût de l'information, eh ben, il faut qu'on arrive à recréer du consentement à payer parce que là, on est parti dans un délire qui est assez flippant, hein. Dans le dernier sondage de la Croix et dans celui qui a été publié par l'Arcom sur les pratiques des Français, on voit, alors ça dépend des études, mais c'est 1 à 2 Français sur 10 qui est prêt à payer pour l'information. C'est-à-dire que 80% des gens, ils considèrent que c'est normal que cela leur arrive, soi-disant tout cru dans la bouche. Or, on sait très bien, pour ceux qui connaissent le champ de l'information, que rien n'est véritablement jamais gratuit, à part peut-être le service public de l'information, et qu'une grande partie du reste est souvent de mauvaise qualité, ou en tout cas ne correspond pas forcément aux attentes qui pourraient être celles de la déontologie et de l'éthique journalistique. Mais ce qui est dingue, pardon, ce qui est dingue, c'est que nous journalistes, souvent, on nous reproche d'avoir un article qu'on va poster qui est derrière un paywall. Et alors moi, ça me rend zinzin parce que les gens, donc il y a eu, je sais pas, une enquête de Mediapart, une enquête de Libé, un papier Humain, et donc tu as des gens sur Twitter, sur Blue Sky, partout, qui te disent ah mais quel dommage que cette enquête soit derrière un paywall, quel dommage qu'il faille s'abonner. Et nous, on passe notre vie à leur dire pardon, mais Il a quand tu fallu vas la chez ton fabriquer. boulanger, en C'est fait, clair. tu demandes pas une baguette gratuite. Et pourtant, ça se mange. Pour vivre, il faut manger. Tu demandes pas à ce qu'au supermarché, ce soit gratuit. Tu vas pas voir un agriculteur et lui piquer ses trouilles dans ses champs, en fait. Et donc, effectivement, il y a cette fiction, ce mythe de l'information, et qui devrait être un bien commun, qui devrait être gratuit. Et j'entends qu'il y a une espèce de deux poids, deux mesures, qu'il y a un truc très injuste pour les gens qui peuvent se payer de l'information payante et les gens qui ne peuvent pas se la payer. Mais c'est pas à nous, les journalistes, de travailler gratuitement pour satisfaire tout le monde. Vu le peu d'argent qu'on gagne quand on est journaliste, notamment pigiste, voilà, on faut bien qu'on bouffe nous aussi. Et je précise aussi d'ailleurs qu'en tant que journaliste pigiste, donc journaliste qui travaille pour plusieurs médias différents, on n'est pas employé par une personne, on n'a pas un CDI qu'on a signé, et cetera. Donc on est précaire dans le sens de instable, pas d'équilibre, et à la merci des licenciements et puis juste de: «Ah bah non, tu nous intéresses plus, salut». Nous pigistes, on n'a même pas d'abonnement à tous les médias, pour qui on travaille. Donc en fait, souvent, on va écrire un article pour un média auquel on n'est pas abonné et il faut qu'on aille chouiner pour réclamer d'avoir l'article qu'on a écrit. Enfin, je veux dire, même nous, en fait, on n'a pas accès à tous les médias et on n'a pas les moyens de s'abonner à tous les médias possibles. Donc Mais c'est important aussi de voir que même les gens qui produisent l'information n'ont pas accès eux-mêmes et elles-mêmes à cette information. oui, mais il me semble que sur cette question du public qui pense que l'information devrait être gratuite, c'est aussi encore une fois un héritage d'une certaine culture numérique, et parfois d'idéaux qui sont quand même tout à fait intéressants. Toute la logique de l'open source, enfin du libre, tout ce qui sous-tend par exemple le fonctionnement de grands projets comme Wikipédia qui sont censés donner, un accès libre à la connaissance, fabriquée de manière commune. C'est des choses, super chouettes, mais surtout ce qui est justement les réseaux sociaux privés, y compris les moteurs de recherche qui se sont appuyés sur les logiques de publicité et qui ont capté toujours plus de parts du marché publicitaire. Il faut voir aussi que le fait de nous donner énormément d'informations gratuites, parfois de très mauvaise qualité à l'encontre de ce que nous, on est en train de défendre ici, c'est une manière de nous garder connectés et c'est une manière en fait de faire quoi? De nous emprisonner tous et tous en tant qu'internautes pour capter toujours plus d'informations sur nos pratiques numériques et donc à terme en fait aller vendre ces données à des publicitaires, vendre de la publicité toujours personnalisée, ce qui est un modèle publicitaire très différent de celui qui existait dans les médias à la base où, bon là je vais partir, sur des comparaisons avec des mondes pré-internet, mais quand vous avez des grandes pages de publicité dans des médias écrits, on n'est pas sur les mêmes logiques de surveillance, du public et de personnalisation ultra poussée qui ont mené ensuite, à toutes sortes de dérives, qui vont parfois jusqu'à la surveillance étatique, mais qui vont aussi, alimenter, divers modèles, d'intelligence artificielle, de tout type dont on pourra parler plus tard. Mais toutes ces en fait, nous fournir des contenus gratuits dans tous les sens, à la fois, c'est nous fournir une forme de malbouffe, informationnelle et audiovisuelle, si je puis dire, mais c'est aussi, en fait, nous piéger en nous rendant, prisonniers d'outils dont, encore une fois, vu le contexte géopolitique, on commence un peu plus à se rendre compte de l'urgence, et de la dépendance dans lesquelles ça nous a enfermés, Des lapsus. ces ces derniers temps, quoi. Je profite pour bon, on va mettre les cartes sur la table. Combien c'est payé l'info? Les articles, les reportages, les enquêtes. Un article pour lequel on a travaillé pendant 2 mois. On parlait tout à l'heure, avant l'enregistrement. Est-ce que
Il a une prime des risques quand un journaliste part en Ukraine, à Gaza. Alors, plein de choses. Ça dépend. Des journalistes qui sont postés, c'est-à-dire qui sont dans un média, en CDI ou en CDD long, et cetera, et des Et on va pigistes. faire la Voilà. différence. Donc, il faut faire la différence déjà. Il faut savoir quand même, beaucoup de gens ignorent que l'information, elle est quand même largement produite par les pigistes. C'est-à-dire que si demain, nous, les pigistes, on se met en grève en France, il y a un paquet de médias, télé, radio, web, presse écrite qui ne... Enfin, je veux dire, vous allez vous rendre compte à quel point eux aussi ont une dépendance vis-à-vis de nous alors qu'on est les dindons de la farce. Heu, sur le coût de l'information, encore, aussi, il faut savoir que le maître étalon, on va dire, du tarif informationnel pour la presse web et écrite, c'est le feuillet. Un feuillet, c'est 1 500 signes espaces comprises. Parfois, on vous paye au forfait, ça, c'est de l'arnaque totale. Ensuite, en télé, c'est plutôt à la journée que vous allez être payé si vous êtes pigiste. Donc voilà, il y a plein de modèles différents, mais en général, c'est au feuillet. Sauf les enquêtes qui, si elles étaient payées, correctement, ne seraient pas payées comme c'est le cas. Par exemple, vous pouvez passer en tant que pigiste 3 mois sur une enquête et être payé 400 €. Parce qu'être payé au feuillet, c'est être payé au résultat et pas du tout au temps de Voilà, travail, en fait. c'est ça que je c'est là où je veux Explique en ce que c'est que venir. le contrat de pigiste aussi, parce que Et on je sais n'a que pas tout de le monde contrat de ouais, pigiste. bah, tu signes un contrat quand même? Non, non. Non? Ah bah non, c'est le principe des pigistes. Mmh. C'est On signe pas extrêmement de contrat. rare. Je crois Ah qu'il non, y c'est a pas que il c'est y rare, en a, mais non, j'ai entendu c'est pas que c'est rare, c'est qu'il y a pas de contrat. C'est Pigiste un n'est pas un morceau de statut. salariat. Pigiste, c'est salarié. On Mmh. touche du salaire, des bulletins de salaire, Ouais. mais on n'a pas de contrat. Sinon, on n'est OK. pas Nous, on pigiste fait si des on a un contrats contrat. de CDD. parce que Ah oui, mais je sais CDD, des c'est un cas où il contrat, y a c'est pas des pour les pigistes. Du OK. coup, c'est pas un OK. pigiste s'il a un contrat. je sais des cas il y a des gens qui ont signé des contrats, c'est extrêmement rare à la télé, des 10 piges par mois. Oui, Mais alors, j'ai à la connais télé, c'est du un grand non, 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 cas ou mais c'est pas 2. ça, c'est qu'à la télé, c'est du grand n'importe Sinon, quoi. c'est Dans l'audiovisuel, il y a 3 types de contrats. Il y a les CDI, tout le monde connaît, hein, les CDD, tout le monde connaît, et il y a les CDDU, qui sont les contrats déterminés d'usage, qui sont des contrats qui sont accessibles, ils sont réglementés dans la loi, donc il y a mmh. seulement certains métiers qui peuvent, être soumis à ce CDDU, c'est les métiers saisonniers. En télé, on va vous faire croire que puisqu'il y a une saison télé qui dure en général de septembre à juin, en radio c'est pareil, on va vous faire des contrats de saison. Il est illégal d'embaucher des journalistes en CDDU sauf pour un remplacement. Un remplacement de 9 mois, ce n'est pas un remplacement en CDDU. Pourquoi la télé, la radio, France Télé fait des CDDU à tout le monde. Radio France et Coutumier du fait. Personne qui bosse en télé ou en radio a autre chose qu'un CDDU. Et c'est illégal. Pourquoi? Je vais faire un petit cours. La pige, c'est quoi? La pige, c'est pas un statut. On est salarié. Donc, si on est payé en salaire, on est payé en bulletin de salaire. Et là, vous dites, mais attends, il y a pas de contrat, c'est quoi la relation hiérarchique, et cetera? Eh bien, en fait, attention, nous sommes en CDI présumé. Et oui, ça existe. On ne signe pas de CDI, mais au bout de, mettons, 3 collaborations par an avec un média, on est considéré en CDI présumé. Donc, il y a une relation. Nous faisons partie des effectifs d'une boîte puisque nous sommes salariés. Et à ce titre, si un média veut cesser toute collaboration régulière avec nous, il doit nous licencier. Et c'est la raison pour laquelle l'audiovisuel fait signer des CDDU à tour de bras, puisqu'un CDDU, non seulement il n'y a pas de prime de précarité, contrairement au CDD, mais en plus, ils peuvent te dégager du jour au lendemain, puisque tu as signé. Je rappelle que c'est illégal, mais que personne ne vous proposera autre chose. Et ils jouent là-dessus parce qu'ils savent très bien qu'en fait, on va dire oui. Donc, il y a ces trucs-là. Les tarifs journée, c'est en télé ou en radio. C'est des cachets, en fait. On te paye à la journée, etc. La pige, tu es payé au feuillet ou au forfait. Aujourd'hui, en France, les syndicats sont les seuls qui peuvent négocier ce qu'on appelle donc les barèmes minimums de pige. C'est pour ça qu'il faut que vous vous syndiquiez, les journalistes, s'il vous plaît, où vous voulez, mais syndiquez-vous, c'est le collectif qui gagne. Et il n'y a que comme ça qu'on peut faire augmenter nos tarifs de pige qui sont ridicules. Aujourd'hui, sur le web, il n'y a pas de tarif minimum. C'est-à-dire que on peut vous commander un article de 10 000 signes et vous payer 5 €. C'est légal. Moi je suis syndiquée à la CFDT journaliste, on a une grosse victoire avec tous les syndicats, c'est qu'on a réussi à négocier avec uniquement le SPIL, qui est le syndicat de la presse indépendante, à négocier pour la première fois de l'histoire un minimum de pige, tarif au feuillet, pour les adhérents seulement du SPIL.
Ça veut dire que tous ceux qui n'adhèrent pas au SPIL, ils peuvent continuer à payer n'importe comment. Il y a des tarifs minimums pour la PQN, donc la presse quotidienne nationale. Il y a un tarif minimum pour la presse magazine, mais il y a encore des médias qui refusent de négocier, des branches entières qui refusent de négocier pour qu'on ait un tarif minimum. Mais même le tarif minimum, on revient à 400 € une enquête de 6 mois. Un tarif minimum en PQN, par exemple, c'est 60, je sais plus, alors j'ai même plus le chiffre, qu'on a 64 € le feuillet. Oui, c'est Euh, environ 70, 75. Ah, c'est beaucoup moins que ça. C'est beaucoup Non, moins non, que mais j'ai 60, dit en ouais. général, que ce soit national, magazine. Oui, en fait, en moyenne, ce qu'on va trouver, oui, on va être du 70 €, parfois du 80, mais 80, c'est déjà waouh! Et il y a eu des études qui ont, enfin On parle en brut, hein, bien sûr. oui, exactement, on parle en brut. Ah Et oui, ça merci c'est de le bien de rappeler. préciser. Et on rappelle quand même que il y a pas mal de gens qui ont fait des études là-dessus. Pour gagner ne serait-ce qu'un SMIC mensuel en étant pigiste, il faut produire une quantité d'articles par mois qui est phénoménale. Donc Et en ceux fait, qui il y se a produisent vite, c'est pas ceux qui sont enquêtés. voilà, l'enquête, c'est du suicide financier, hein, quand on est Mmh. journaliste. Et en plus, il y a un papier qui est sorti dans la revue des médias il y a quelques jours de Clara Lenné, qui parle justement des enquêtes que des journalistes Oui, on doivent m'avait interviewé abandonner. Et tu, dessus. et tu es dedans, tu es au tout début de l'article. Et donc, c'est aussi quand on est pigiste, on passe du temps pour faire ce qu'on appelle une pré-enquête. Pardon, je suis un peu longue, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. On fait de la pré-enquête, c'est-à-dire qu'avant d'aller proposer un sujet à un média, évidemment, on va pas lui dire tiens, j'ai une idée d'enquête, il y a ça, je sais pas si j'aurai des sources, j'ai rien cherché. Mais non. Donc on passe du temps à interviewer des gens, à chercher des sources, etc. Et puis en fait, ça se trouve, les sources vont nous lâcher, ça va faire pchit, un truc va sortir avant, et nous, en fait, on a bossé gratuitement. Parce que quand on est posté, on a le salaire à la fin du mois, et nous, c'est pas le cas. Et quand on est posté, on peut faire le tiens, j'ai une idée d'enquête, je sais pas du tout si j'aurai des sources. Et on peut s'arranger, puisque de toute manière, il y a toute la rédac, il y a le temps de la semaine complète sur lequel on peut répartir nos différentes tâches. On peut s'arranger pour décaler quelques heures et faire de la pré-enquête après coup, donc du coup de l'enquête déjà. Enfin, il y a aussi comme ça une relation avec la chefferie notamment et le processus de décision qui est assez différente. Et je veux juste Oui. finir sur un Mmh. truc, parce qu'on parle de l'enquête, des reportages et tout, mais on oublie quand même que beaucoup de critiques culturelles est fabriquée par les pigistes. Donc moi, je suis critique série aussi. Et donc critique ciné, musique, littérature, série, etc. On est payé au texte qu'on rend, comme le disait Mathilde. On n'est pas payé au temps qu'on passe. Moi, si je regarde 3 séries pour écrire un feuillet sur chaque, je vais être payé 60 balles fois 3 brut, 180 € pour avoir regardé 18 heures de série. Et c'est sans compter tout le travail de préparation pour écrire, de recherche, etc., etc. Donc, on n'est pas payé au temps passé. On est payé au résultat, comme tu le disais. Et ça, c'est dégueulasse. Et rajoutons peut-être aussi à ça, il y a un enjeu de sécurité journaliste et d'accompagnement légal aussi. C'est-à-dire que pour les pigistes, par exemple, ça nous est arrivé qu'ils sont abandonnés au ras campagne par leur rédaction alors que ils sont arrêtés par la police dans le cadre, je sais pas, d'une manifestation. Il n'y a pas toujours un accompagnement par leurs employeurs présumés ou potentiels, et ils se retrouvent avec des frais d'avocat qui sont considérables. On a aussi été très alarmés, alertés par le début de la guerre en Ukraine, où on a vu, alors en France, mais dans d'autres pays européens aussi, énormément de jeunes journalistes partir en indépendant, c'est-à-dire sans commande préalable, ou avec un petit coup de fil passé avec une rédac en disant: «Oh, si tu vas et que tu fais un truc bien, peut-être qu'on te le prendra». Mais partir sans équipement de protection, partir sans assurance. Et on a eu des cas même de journalistes qui ont été tués et qui n'avaient pas d'assurance, et qui rapatrie le corps? Alors nous, on le fait bien sûr, on s'en charge, mais je pense qu'il y a aussi, alors il y a évidemment la question économique, mais il y a des enjeux réels de sécurité légale et physique des journalistes qu'il ne faut pas sous-estimer quand on parle notamment de grands reportages ou de reportages qui peut voilà, inclure une forme de danger. On connaît tellement bien les 4 la question que vous connaissez mes questions à l'avance parce que justement, je voulais rebondir sur ça. Depuis 10 ans, je ne sais pas si aujourd'hui on le voit tant que ça, mais il y a 10 ans au moins, on voyait beaucoup de jeunes qui sortaient de l'école de journalisme et qui disaient: «Bon, personne ne nous donne des piges», surtout les photographes. «Personne ne nous donne des piges, donc il faut qu'on fasse nos preuves, on va partir en terrain de guerre». En zone de conflit. Donc, sans avoir aucune expérience, il partait en Ukraine ou peu importe là où il avait une guerre, en Syrie. Beaucoup de journalistes, de photoreporters avec beaucoup d'expérience, ils se plaignaient parce qu'ils disaient: «Mais en fait, il a trop de jeunes, ils nous mettent en péril». Et pour eux, c'était le Graal de dire: si on veut avoir un contrat, si on veut avoir des piges, des missions, il faut qu'on puisse faire quelque chose là où il se passe un conflit. Et justement, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Je ne connaissais pas les histoires
d'assurance de partir sans matériel. Mais même les rédactions, qui sont des rédactions, qui sont prêtes à envoyer des collaborateurs, qui sont en CDI, ils sont parfois, en méconnaissance du droit, ils savent pas tellement, comment ça fonctionne. Hem, la paupérisation des journalistes et la fragilisation économique des médias, là aussi une conséquence, c'est qu'il y a moins de grands reportages parce que ça coûte cher. Et c'est vrai qu'un voyage, ça coûte cher. Il faut payer, moi je me bats beaucoup pour, l'ensemble de la chaîne de valeur du journalisme et il y a notamment, une profession invisible qu'on appelle les fixeurs. Ce sont des gens, en fait, qui sont parfois d'ailleurs des journalistes, dans leur pays. Alors, moi, je déteste la notion de journalisme local que je trouve très dépreciative. Pour moi, le journaliste local, c'est un journaliste qui est en région. Les journalistes en l'espèce, dont on parle parfois comme journalistes locaux, sont des journalistes nationaux, en fait. Des journalistes syriens qui viennent en renfort d'une équipe américaine, qui ne parle pas arabe, par exemple, et qui veut aller bosser, juste après la chute de Bachar el-Assad. Ces gens-là, ils sont payés au lance-pierre. Ils n'ont, très souvent, pas d'assurance, pour les accompagner. Ils sont abandonnés, une fois que le reportage a eu lieu. Il y a parfois de la répression contre eux et donc je pense que c'est important aussi de protéger ces fixeurs. Ils font partie de la chaîne de valeur. Mais je dirais plus généralement même, les rédactions ont un peu perdu, pour certaines, l'habitude d'envoyer des gens à l'étranger. Ils n'ont pas toujours d'équipement de protection, ils n'ont pas toujours, les bonnes assurances. Les primes d'assurance ont aussi augmenté, hein, parce que, une des conséquences aussi de la mortalité accrue, de certains conflits, je pense à la guerre en Ukraine, c'est aussi le fait que les primes d'assurance ont augmenté. Et donc ça coûte vraiment très, très cher, en coût, journalier pour une rédaction de pouvoir envoyer, des journalistes. C'est pour ça qu'il y a un découplage, qui est dangereux. C'est-à-dire que vous risquez d'avoir des rédactions qui continuent à être bien riches ou suffisamment riches pour envoyer des gens, sur le terrain et puis d'autres qui vont en perdre complètement l'habitude et qui vont se retrouver à faire du bâtonnage de dépêches sans avoir de capacité. Le bâtonnage de dépêches, c'est reprendre des informations déjà existantes grâce à des agences, sans avoir de véritable valeur ajoutée. Et alors, je termine ce petit couplet, qui est triste, mais qui est réel. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'on est à un tel point de bascule du journaliste qu'il m'arrive de rencontrer, des figures. Il y en a une qui nous a quittés récemment, Jean-Claude Guibault, qui est une grande figure du journalisme, qui, ont été dans la presse régionale française, ont fait du grand reportage et on voit bien que cette capacité à faire du grand reportage quand on est dans la presse régionale est en train de disparaître complètement. Et ça, c'est très dangereux, parce que ça veut dire qu'on se repose uniquement sur des rédactions nationales. Ça fait disparaître, en fait, une sorte de visibilisation du monde, de qualité d'écriture du monde pour la presse régionale. Et des journalistes qui ne veulent plus bosser en PQR, par exemple, ou en presse, parce que justement, il y a plus de moyens. Donc l'idéal, c'est les rédacs nationales et il y a pas de place dans les rédacs nationales, donc ça Donc c'est un tue, cycle qui l'économie locale. s'alimente. Et on voit aux États-Unis ce que ça a donné. La presse, locale, aux États-Unis, c'est une catastrophe. Il y a je sais plus combien de titres ont fermé en 5 ans, mais enfin, je veux dire, c'est terrible le nombre de et aux États-Unis, il y a une presse locale qui était très, très forte, vraiment, par ville, par comté, par État. Et c'est peau de chagrin parce que justement, il y a plus d'argent et même quand même les grandes rédacs nationales aux États-Unis vont mal alors que, bon, on est sur un autre modèle quand même, on se dit: «Mais comment tu veux que l'actu, locale, survive? C'est impossible». Dans les rapports de Reporters sans frontières, vous parliez de ça. Il y avait un journaliste qui disait que 60% des journalistes aux États-Unis, ils ne savent pas à vivre de la presse uniquement. Ah oui, oui, on a C'est, il y a une waouh. popula aux États-Unis, c'est très marqué, mais ça se voit dans d'autres pays du monde. C'est-à-dire que, moi, je pense d'ailleurs que c'est un problème déontologique aussi. C'est-à-dire que si vous êtes journaliste et qu'en même temps vous faites de la com, par exemple, ça m'est arrivé dans des pays où il y a des journalistes, ils disent: «Ah bah non, le vendredi, moi, je suis porte-parole d'une collectivité territoriale». Je prends cet exemple. C'est assez gênant, en fait, parce que Oui, vous ça avez fait une glisser, personne qui est hein. censée collecter de l'information, le début de la semaine et puis le reste de la semaine, il propage, des informations publiques. Donc je pense qu'il faut vraiment faire gaffe parce que, derrière, il y a la tentation d'aller faire tout autre chose que du journalisme et ça entache un peu, l'image de la profession. Il y a eu des cas, d'ailleurs assez frappants, hein, en France, de journalistes qui ont, confessé, avoir, travaillé dans la communication de façon assez massive. Ils n'ont pas d'autre choix. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, pour préserver aussi, je dirais, l'image de la profession, lui donner les conditions, de travail. Je prendrai un comparatif qui vaut ce qu'il vaut. Une grande partie de la rémunération des élus est fondée sur l'idée que si on les rémunère bien, ils ne seront pas tentés par la corruption. La corruption journalistique, ça existe, et je pense que alors heureusement en France, c'est limité, mais il y a des tas de pays, notamment dans les pays du Sud, où ça existe et c'est lié à cette absence de rémunération appropriée pour les journalistes. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que l'information elle a un coût, qu'on doit payer les journalistes correctement et il faut qu'on restaure un cercle vertueux de l'économie des médias. Parce que, les patrons de presse, alors bon, il y en a certains qui sont des gens qui
cherchent à faire du blé, à faire de l'argent, mais il faut aussi voir qu'ils se retrouvent dans une situation qui est extrêmement déplorable. Il y a la moitié des titres de presse en France, enfin des entreprises qui font du journalisme en France, qui sont déficitaires sur l'année 2024. Exemple, C'est, on parlait de LVMH, par exemple, qui est très riche, etc. LVMH, très riche, bien sûr, mais quand tu dois payer 32 millions d'euros à perte chaque année, c'est raide quand même. C'est quelque chose qui est fondamental, c'est de remettre un cadre qui permette aux entreprises de presse de rester profitables ou de redevenir profitables. Et, et, Là, c'est plus du tout le cas, et pourtant, pardon, mais je crois que le groupe Le Parisien est aujourd'hui en France et le groupe de presse qui reçoit le plus de en subventions de plus, l'État. en plus. C'est des millions d'euros par an. C'est le premier groupe. Et qu'est-ce qu'ils font avec ça? Eh ben, j'aimerais bien savoir comment ça marche, puisqu'ils ont un patron milliardaire, le plus de subventions en France, et ils sont méga déficitaires. Très intéressant de regarder qui reçoit les subventions. Oui, c'est quand Voilà, même et c'est public, hein, pas c'est-à-dire où que tous les grands n'importe qui médias. peut aller voir, il y a les subventions qui sont sur un tableur Excel que tout le monde peut télécharger. Et donc, vous pouvez aller voir qui reçoit, quand, combien, etc., etc. Et ça, c'est intéressant à voir, justement, et de voir que les subventions, évidemment, vont pas à la presse indépendante, puisqu'elle est par définition indépendante, mais de voir qui reçoit combien, depuis combien de temps et combien de gens sont licenciés chaque année dans ces titres alors qu'ils ont des millions d'euros de l'État. Donc, il y a aussi un fléchage budgétaire qui est peut-être à regarder de plus près. Il faut réfléchir aux politiques publiques des médias. Moi, je pense qu'il y a un cercle vertueux à restaurer entre à la fois la conformité et la transparence sur la déontologie journalistique, les pratiques dans les rédactions. On a un vrai aujourd'hui système qui est assez problématique où vous avez des actionnaires. Alors l'exemple typique, c'est le groupe Bolloré qui met la main dans la rédaction, qui arrive à contrôler les titres, à faire fléchir des lignes éditoriales, y compris de journaux qui sont historiquement établis. Je pense au journal du dimanche. C'est quasiment du typo squatting, le journal du dimanche. Il faut vraiment avoir quelque chose qui est important dans l'imaginaire collectif. C'est le même logo, mais derrière, c'est plus du tout le même contenu. Donc voilà, il y a des actionnaires qu'il va falloir quand même essayer de limiter dans leur emprise. On a des réseaux sociaux qui cherchent à invisibiliser. Alors on parlait des modifications algorithmiques qui sont faites, mais moi je vais dans beaucoup de pays à travers le monde. Je fais 50 déplacements l'année dernière. Vous avez des pays où vous n'accédez même plus à des URL de médias d'information parce que quand vous tapez une question sur Google, la réponse c'est un résumé d'IA sans lien cliquable. Donc là, c'est visibilité quasi zéro. Et puis, on peut très bien imaginer que demain, ils mettent en page 3 ou en page 4. Alors là, vraiment, qui va en page 3 ou en page 4 de Google, les résultats qui incluent de l'information. Et puis, on a en plus cette crise de confiance des citoyens, de mutation des usages. Il y a plus que 1% des moins de 25 ans qui achètent de la presse papier. Donc, on est quand même dans une transformation complète du modèle. Et donc, nous, on considère à Reporters sans Frontières qu'il faut recréer un cercle vertueux où il y a une visibilisation appropriée, des revenus publicitaires qui reviennent vers des titres de presse qui font usage de toute leur capacité journalistique et obéissent à la déontologie. Et les politiques publiques doivent s'aligner là-dessus aussi. Il devrait y avoir, alors je ne sais pas s'il faut supprimer les aides automatiques, mais avoir des aides qui sont bonifiées pour ceux qui font montre de garantie d'indépendance, qui sont capables d'aller. Il faudrait avoir des politiques aussi de confiance dans l'information. Pourquoi c'est que les grosses rédactions qui peuvent se payer un médiateur, etc., ou des journées portes ouvertes? Enfin, si on veut restaurer l'équilibre, c'est pas en faisant de l'éducation aux médias pour expliquer aux gens qu'ils n'ont pas compris comment l'information est faite. Et en plus, je rappelle que Faut- l'éducation aux médias, quand on est journaliste, elle ne compte pas pour la carte de presse Exactement. Oui, et en plus, du que coup, on on n'est se pas fait, payé en salaire. c'est vrai. Moi, Mais il faut quand même rajouter la question du coup des outils par lesquels chacun accède à l'information, parce que la question de l'intelligence artificielle et des résumés en haut des recherches Google, c'est tout à fait le cas aussi en France. Et pour peu qu'on n'ait pas un rapport très fin à notre consommation d'informations, bah déjà, on peut poser une question à Google, ne lire que la réponse qui a été générée par Gemini ou un autre, une machine similaire, et du coup, ne plus jamais cliquer sur aucun lien. Or, ce que les grands fabricants de systèmes, d'IA générative, ne veulent pas admettre, c'est que vu la manière dont selon laquelle ces robots sont construits, ils vont toujours halluciner. On n'arrivera jamais à leur faire arrêter de produire à certains moments des erreurs, des trucs qui n'ont aucun des sens, mensonges, des mensonges, des contresens, des choses comme ça. Donc les résumés par IA qu'on vous montre maintenant en haut des moteurs de recherche, ou le fait qu'on vous pousse, quand on est un OpenAI ou un de ses concurrents, à vous informer directement via des robots d'IA générative, c'est en fait vous pousser directement à aller chercher du contenu d'encore moins bonne qualité que ce que je décrivais tout à l'heure quand je disais, l'information est perdue au milieu de tout le reste. Là, c'est vraiment un truc qui a été mâché. Donc notre travail, qui a été récupéré, sans nous verser d'argent bien sûr, notre travail à nous journalistes,
de la même manière que le travail des musiciens, des artistes, tout ce que vous voulez, qui a été récupéré, qui est passé dans les grands systèmes, de ces machines et qui est recraché sous une forme vraiment moins qualitative, quoi. Et voire du grand n'importe quoi. Et parfois, du grand n'importe quoi, du mensonge, du coup de l'orientation dans un sens, négatif. Si par exemple vous vous tournez vers Grok, là c'est vraiment particulièrement, évident. Grok qui appartient à xAI, qui est encore une fois l'entreprise de Elon Musk. Il y a certaines pages sur des contenus pas tellement clivants qui sont visiblement reprises directement de Wikipédia et recrachées. Sauf qu'au lieu de cliquer sur Wikipédia, de potentiellement partager à ce projet collectif, vous êtes passé sur Grokipédia. Et puis il y a toutes les pages qui concernent des sujets beaucoup plus politiques, beaucoup plus complexes, notamment les questions liées au racisme, et cetera, dans lesquelles maintenant il y a des thèses qui sont affichées comme potentiellement valables, selon lesquelles tous les humains ne se valent pas. Et enfin, en fait, ça fait littéralement, encore une fois, partie du projet politique et de la ligne éditoriale qu'Elon Musk essaye de mettre dans tous ses outils. Enfin, ça fait partie quand même des sujets sur lesquels aussi il faut qu'on arrive à faire prendre conscience le public, et que, en tout cas pour les dimensions d'information, qu'il choisisse de lui-même plutôt d'aller plus loin que le simple résumé média, parce que sinon, en fait, c'est soi-même aller chercher du contenu de très mauvaise qualité, voire, de trompeur, Mmh. menteur, et Et cetera. Mmh. intellectuellement aussi, je dirais presque Bien même sûr. Mmh. anthropologiquement, il y a l'idée, je trouve de plus en plus terrible de la réduction de l'information à une question. Heu, Moi, ce que j'ai toujours aimé dans la presse, alors je suis peut-être un peu réac, mais la presse magazine, par exemple, ça m'a toujours plu parce que tu ouvres ton magazine, alors tu vas trouver toutes sortes de sujets, hein. Il y a une forme d'heuristique. C'est pas une question à laquelle tu as la réponse. Il y a probablement une question au départ de chaque enquête, de chaque article qui est fait, hein. Mais c'est vrai qu'on a trop tendance et les médias eux-mêmes se sont vachement engouffrés là-dedans à tout résoudre dans un équilibre qui est celui, il y a une question, un point d'interrogation et puis voilà la réponse. Et c'est là où je pense qu'il faut que l'on garde collectivement l'habitude d'une information de qualité, qui passe par quelque chose d'autre, que, oui ou non, ou, un résumé de 5 lignes, quoi. Et ça, c'est un moment, difficile qu'on a à vivre et c'est peut-être le changement, à mon avis, intellectuel majeur de ces dernières années avec, l'autoplay là, qui est la le lancement automatique des vidéos, qui a transformé en fait les réseaux sociaux en quelque chose de pire que la télévision n'a jamais été, puisque non seulement c'est un flux continu désormais, mais calibré pour toi. Donc c'est vraiment, je pense, des changements qui sont très dangereux, quoi. Et ces journalistes qui disent: «Bon, de toute façon, je ne vais pas travailler pour, 200 € par mois, donc je vais me lancer mon compte, Instagram, ma chaîne YouTube, chercher un sponsor», Alors c'est pas du Bah, journalisme. si on est payé, oui, si on est payé par des entreprises, si on est ou par des collectivités comme pour le cas de tout à l'heure, enfin le fait qu'émergent des profils soi-disant de journalistes influenceurs, à partir du moment où une partie de leurs revenus, repose plutôt sur des entités sur lesquelles ils seraient capables d'écrire, ça pose tout de suite les enjeux dont on parlait tout à l'heure, pas forcément en ligne, mais Bah, version numérique, quoi. c'est illégal. Nous, on doit respecter une charte déontologique, on a la charte de Munich à respecter. Il est interdit pour un journaliste d'être rémunéré de quelque manière que ce soit, par une marque, pour produire un contenu, quand bien même il serait d'information. Donc si vous êtes journaliste, mais que sur votre chaîne YouTube, vous êtes sponsorisé par, un VPN, déontologiquement, c'est inacceptable. Vous n'êtes plus dans une déontologie journalistique. Donc on voit bien que des journalistes aujourd'hui, effectivement, lancent leur chaîne YouTube et cetera, se disent journalistes et produisent du contenu d'information journalistique, hein, je suis pas en train de juger les confrères et consoeurs. En revanche, le mélange des genres ne participe pas, comme on le disait non plus, à briser cette défiance qui s'est créée, comme tu le rappelais, qu'on est une des professions les plus détestées parce qu'il y a un manque de confiance aussi. Et comment on peut avoir confiance en un journaliste ou une journaliste qui fait une petite pub pour une crème pour le visage ou pour une carte SIM japonaise et qui après va nous faire un truc sur le Japon? Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas confiance si je regarde ça. Et ça se trouve, le contenu, il est super et la journaliste a fait vraiment, un travail remarquable. Mais enfin, on brise aussi une forme de confiance et on mélange des genres et ça, c'est dangereux de mélanger des genres. On a déjà tellement de mélange des genres avec justement les journalistes de collectivité qui sont pas des journalistes, qui sont des communicants et avec ce qu'on appelle les journalistes de préfecture, avec la PQR qui est quand même coutumière du fait de demander à des journalistes d'aller dans le sens, de la politique de la municipalité pour pas se mettre mal avec, ceux qui vont financer et filer du pognon et cetera. C'est pas du journalisme non plus. Encore une fois, on fait comme on peut, en tant que journaliste, on galère et cetera. Bon, mais il y a un moment où on peut pas défendre ce modèle-là. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre faire ce qu'on peut et je pense qu'il y a très peu de journalistes qui peuvent se targuer de n'avoir jamais, fait un peu de com, fait un peu de trucs, bon, voilà, pour mettre du beurre dans les épinards ou pour juste payer son loyer et entre le revendiquer et dire: «Beh, c'est pareil, c'est le même métier, c'est la même chose». Non, ça n'est pas du tout le même métier et ça n'est pas,
dégradant. Je suis pas en train de dire c'est moins bien que, c'est juste tout à fait différent en fait. On compare pas un gynéco et un spéléologue. Bon, voilà, je sais, la comparaison est bizarre. Mais donc on peut pas comparer un journaliste et un communicant. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est pas parce qu'on produit du contenu qu'on fait le même métier. Ouais, il y a aussi la déviation ou la déviance qu'on voit sur les chaînes d'information en continu où il y a aujourd'hui énormément de commentaires qui est produit au détriment de l'information dure. Ça, c'est des notions d'ailleurs qui sont établies par les sciences de la communication de longue date. Et nous, on considère, par exemple, que faut faire attention à pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a 1,6 fois plus de cartes de presse à BFM que sur CNews. Il y a un rapport de l'Arcom qui est paru en janvier qui explique que CNews, c'est aujourd'hui une chaîne qui produit essentiellement du débat, de l'opinion, Ouais. par des gens qui sont en fait des commentateurs, qui sont payés dans un système d'intervention à l'antenne et ils n'ont pas la carte de presse. Donc c'est une forme de chaîne d'information en continu avec très, très peu d'informations, qui prend les atours ou singe parfois le journalisme, mais sans journaliste. Très souvent je dis: «C'est le EasyJet du journaliste, quoi». Il y a un moment où ça finit par, emporter, d'ailleurs, le sentiment citoyen, contre les journalistes. Les gens ils disent, «Moi j'en ai marre de ces gens qui me disent quoi penser» et cetera. Mais tout ça, ce n'est pas du journalisme et ce n'est pas fait par des journalistes. Donc c'est vraiment important de remettre les pendules à l'heure là-dessus, parce que pendant ce temps-là, le coût de l'information, c'est 3 milliards d'euros par an. Ça coûte 3 milliards d'euros d'informer les Français aujourd'hui et je pense qu'il faudrait, rajouter, au moins 10 en plus ou 20 en plus pour, informer convenablement. Sur cette charge de 3 milliards, il y en a 30 qui est porté par le service public. C'est lui qui s'en prend plein la gueule aujourd'hui, alors que le service public de l'information, il agit dans un système économique, dans lequel, il est le seul à aller, au-delà de son intérêt, privé. Il Alors je cherche suis pas pas à tout à fait d'accord, hein. il cherche pas à se rémunérer. Produire 700 heures d'infos sur France Télévisions, il y a pas des groupes privés qui vont s'amuser à le faire parce que ça n'a aucun sens économiquement. Donc c'est ça que c'est important, je pense aussi de remettre un peu l'équilibre là où il est, quoi. La charge, elle est importante et elle est portée par, le service public aujourd'hui, en grande partie. Qui disait que tu étais pas Non, d'accord? le service public, on voit bien les dévoiements qu'il y a. Sur France Info, la chaîne, ils ont embauché quand même des anciens de CNews. Et on a vu les dérives mais vraiment inacceptables récentes, Mmh. sur France Info. Le service public, il est tenu aussi à des règles déontologiques et on voit bien à quel point la chaîne d'info comme France Info tend à singer BFM et CNews qui sont, comme tu le disais très justement, des chaînes d'opinion plus que d'information et qui essayent de mettre en scène du débat et de faire comme si une opinion valait une information et qu'une opinion en valait une autre. Donc France Info, joue un jeu très dangereux depuis quelques années et en 2025, on a beaucoup d'exemples d'invités, des tautologues, ceux que tu décrivais, des éditorialistes qui font comme si, il y avait une expertise particulière et comme s'ils faisaient du journalisme. Donc voilà, France Info, file un mauvais coton aussi et ce serait bien qu'ils se rendent compte avant qu'il soit trop tard et on voit Après, bien à quel c'est une point problématique qui rejoint d'autres types de problématiques sur le rapport au service public en France de toute manière, où tout ce qui est géré théoriquement de manière publique regarde de plus en plus du côté privé, essaye d'adopter des logiques proches du privé. Et alors quand en plus l'exemple c'est le groupe Bolloré, effectivement c'est très dangereux. Mais c'est juste qu'à mon avis, faire rejoindre la question de France Info avec tous les débats qu'on peut avoir en France plus largement sur la question de comment on gère les services publics. Est-ce qu'on les protège? Est-ce qu'on les défend? Ou est-ce qu'au contraire, on estime qu'il faut qu'ils suivent de plus en plus des modèles plutôt venus du privé et parfois avec des orientations politiques très délétères? sachant Ça, que le service public traite aussi très mal ses journalistes, oui, notamment ouais, ses oui. pigistes, avec ce que je racontais au début des CDD. Il y a eu des CDD pendant 15 ans. Télérama avait publié une enquête il y a quelques années, il y a un an ou 2, en dévoilant le budget prud'homme Oui. de Radio France. C'est-à-dire qu'ils préfèrent faire signer des contrats illégaux et CDDiser des gens pendant des années plutôt que de suivre la loi. Et donc, ils ont un budget énorme chaque année pour les prud'hommes. Parce qu'ils savent qu'ils vont perdre beaucoup d'argent Mmh. et que les journalistes ont raison d'aller les traîner là-bas, quoi. Ouais. Mais du coup, En si je attendant, je dirais par exemple, pour prendre moi je suis franco-suisse par exemple. En Suisse, il y a un référendum le 8 mars, sur la redevance, au service public qui est aujourd'hui le principal, c'est plus encore que, c'est 30 de l'information est produite en France par le service public. En Suisse, c'est plus de 50. Ils ont déjà licencié, 600 collaborateurs de la SSR, qui est l'équivalent de Radio France. Et là, il y a un référendum, savoir si les Suisses veulent payer 400 francs suisses ou 200 francs suisses pour l'information publique. Donc, moi j'entends les critiques sur France Info, mais ne perdons pas de vue, je dirais, c'est le débat de la paille et de la poutre, quoi. Aujourd'hui, il y a un assaut frontal, brutal, pan-européen contre
les journalistes, qui se manifestent notamment par un assaut contre le service public de l'information. Et je pense que, évidemment, il faut réformer le service public et transformer certaines de ses pratiques, etc. Mais il y a un risque, je dirais, fondamental, presque systémique, si le service public de l'information dans les pays européens bascule. Ça passe par le définancement, ça passe par la décrédibilisation, et c'est quelque chose qui est vraiment observable de la Grèce à l'Espagne. Et ça vaut aussi pour le Nord et le Sud. Et je veux dire, c'est vraiment une lame de fond. Et si ces bastions-là, qui sont des paquebots en fait, alors avec tous les défauts des paquebots, hein, comme dans Titanic, il y a différentes classes très clairement dans le navire. Mais si ces bateaux coulent là, on va avoir vraiment du mal à avoir un écosystème de l'information qui demeure à la fois dominé par l'information, parce qu'une fois de plus, je rappelle que l'information, c'est coûteux, et ça rapporte pas nécessairement un blé monstre. Et ben, du coup, on va risque d'avoir aussi des licenciements massifs. Moi, j'entends beaucoup parler des gens qui sont inquiets par l'IA. Moi, je suis surtout inquiet de la disparition, comme ça a été le cas au Liechtenstein. Liechtenstein, à bas bruit, alors c'est un petit pays, hein, a supprimé son audiovisuel public intégralement. Il y a de nombreux pays où il y a des demandes de privatisation de chaînes, et on a fait, à mon avis, non pas une erreur, mais un choix politique qui n'est pas très heureux en France. On a supprimé la redevance. Regardez ce qui se passe dans le dernier projet de loi de finances. Vous avez une suppression profonde de budgets qui sont des budgets essentiels pour l'action du service public de l'information. Donc voilà, je pense que je voulais faire mon petit couplet à la Léa Salamé en faveur du service public. Oui, mais Ça, c'est il n'est vraiment pas étonnant que l'extrême droite soit le parti qui propose depuis toujours de définancer le service public et de le casser. Enfin, je veux Oui, dire, oui, c'est pour faut ça que je dire fais le les lien mots, avec quoi. ça. C'est que c'est aussi un enjeu pour les élections qui arrivent. En France, on a des élections municipales dans quelques semaines. Alors effectivement, on peut avoir l'impression que ça n'a pas d'impact direct sur le grand service public des médias notamment. Mais en fait, le niveau local joue aussi dans Les l'ambiance maires politique élisent les globale. sénateurs. Exactement. Et puis dans un an, il y a les élections présidentielles. Il faut bien voir que ces questions font partie des sujets à avoir en tête, sur lesquels demander comment se positionne chaque candidat pour ensuite faire sa décision en conscience. Et clairement, l'extrême droite, c'est pas celle qui va protéger une information Libre. de Enfin, il faut. qualité, diverse, libre, au contraire, quoi. Bah, il Il faut y a pas 30 000 oublier. 34 000 cartes de presse en France aujourd'hui. Petite tendance à la baisse ces dernières années, des baisses pas majeures, mais on est parfois sur des années à -5%, ce qui est quand même pas terrible. Et en fait, il y a un effet de trompe-l'œil qui est assez comparable au chômage. C'est-à-dire que pour avoir la carte de presse, il faut avoir un certain niveau de revenus associé à son activité journalistique. Mmh. Et donc, on a parfois l'impression qu'il y a moins de journalistes, mais c'est pas parce qu'il y a moins de gens qui veulent faire du journalisme, c'est parce qu'il y a moins de revenus disponibles pour pouvoir accéder à la carte de presse. Et donc, c'est là où je pense que il y a quand même des signaux, une fois de plus, moi je suis sur une perspective mondiale, qui sont très négatifs. Et moi je ne crois qu'à une seule chose au fond, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que de revenir au début, de réexpliquer à quoi ça sert le journalisme, réexpliquer qu'il faut payer pour ça, que ça a une valeur dans nos vies en tant que citoyens, et que c'est à ce prix-là, qu'on peut rester des citoyens éclairés. Et je terminerai par un truc qui me fait halluciner, c'est-à-dire que, une fois de plus, j'ai voyagé dans 50 pays l'année dernière. Dans tous les pays du monde, les élites sont abonnées au New York Times, au Washington Post, au Monde, à ce que vous voulez. Ils savent payer pour l'info. Le grand truc aujourd'hui, c'est de faire dévisser l'immense majorité des populations, qui sont d'ailleurs des électeurs, vers des contenus qui sont gratuits sur le numérique. Et pendant que certains payent 5 000 € pour être abonnés à des newsletters fort chic, l'immense majorité des gens, ils scrollent à l'infini, et ils sont privés d'informations réelles qui permettent d'éclairer leur jugement. Donc il y a un risque d'effacement du journalisme dans le débat public. Ça existe déjà aux États-Unis. Mais comment on arrive au début? Ah bah, je pense qu'il faut reprendre son bâton de pèlerin. Il n'y a pas, à mon sens, d'autre choix que d'essayer à la fois de créer des dynamiques, qui sont des dynamiques citoyennes, et de revenir voilà, à expliquer aux gens, d'ailleurs, si vous vous posez 5 minutes avec les gens, souvent ils sont assez d'accord avec, l'idée, que le journaliste c'est important. Tout le monde aime le reporter de guerre, tout le monde aime le journaliste d'investigation. Le sondage de l'A3 par exemple, il donne des chiffres qui sont, des chiffres anti-trail qui sont, enfin les titres sont assez inquiétants. Mais si vous regardez dans le détail, il y a toutes les raisons d'espérer. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Ils disent 3 choses. Ou on en a marre, de l'information, qui est trop négative. On voudrait une information qui soit plus constructive. Ils disent: «Il faut distinguer le principal de l'accessoire. Les cycles de l'information vont trop rapidement». Ils disent aussi qu'il faut distinguer l'opinion, des faits. Et je crois que, moi je trouve que maturation, la maturité, notamment chez les patrons de presse, est encore trop faible. Il faut prendre en compte il faut faire de l'éducation des médias aux citoyens.
et pas seulement d'éducation des citoyens aux Oui, médias, mais parce alors, qu'il faut quand même un peu qu'on arrive à renverser la vapeur, parce que le dialogue aujourd'hui, c'est un dialogue de souffle. pardon, mais les gens disent ça, mais CNews, c'est la première chaîne d'info de France, donc je suis désolée, mais il y a un moment où c'est comme les gens qui disent qu'ils regardent Arte, et on voit bien qu'Arte fait des audiences beaucoup plus faibles que d'autres chaînes. Donc il y a un moment où la raison pour laquelle toutes ces chaînes-là, ces médias-là ont une audience très élevée, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui les regardent. Ah mais c'est plus fin, faut être un peu plus fin, je peux me permettre. L'enquête sur le sondage sur les consommations d'informations des Français de l'Arcom, par exemple, qui est parue récemment, elle est très claire. C'est-à-dire que pour une personne qui regarde CNews et qui part dans un couloir de confirmation de son opinion, t'en as 2 qui décrochent, qui disent: «Moi, j'en peux plus ce paysage de l'info hystérique», et cetera. D'accord, Donc le n'empêche que risque, ça c'est qu'en fait, oui, mais ça on a reste la première chaîne d'info de France. ouais, mais ils trichent, c'est normal qu'ils arrivent en premier. Ah Quand tu oui. prends le dernier virage, quand tu prends pas le dernier virage du marathon et que Ah non, bien tu sûr, t'échappes à mais 10 ça kilomètres. mais je veux dire, les chiffres de téléspectateurs sont là, donc on Oui, peut oui, bien pas sûr, ça, ils mais existent. ils pèsent un poids extrêmement faible, en termes d'audience réelle sur l'ensemble de la Bien des sûr. parts de marché, on en parle beaucoup. D'ailleurs, même l'organisation que je dirige a beaucoup contribué à ce qu'on en parle et on continuera à faire en sorte qu'on en parle. Mais il faut pas désespérer non plus. Je pense que, Ah mais attends, justement, attends, moi je suis pas en train de désespérer. les abandonnistes, sont peut-être les personnes les plus dures à Mais rattraper. je pense qu'on est très Heu peu nombreux en abonnés chez les journalistes. On ferait pas ce métier-là si on était abandonniste, tu vois? Donc non, 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 je veux tu dire dans l'as les consommateurs d'informations, c'est oui, un terme Oui, qui c'est renvoie pas aux les consommateurs mais d'informations. ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ce que tu disais, je pense qu'il y a aussi évidemment un levier réglementaire. On parlait de concentration des médias, Mmh. il y a un décret, une proposition de loi qui a été déposée là, je crois par le groupe Écolo aujourd'hui ou hier. Il faut absolument réglementer. Le problème, c'est quoi? C'est que Bernard Arnault, c'est le BFF d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que tu veux réglementer quand c'est tous tes potes, en fait? Encore une fois, c'est un écosystème qui se nourrit. Ce sont des gens qui estiment être les élites, qui sont les dominants et qui se connaissent tous et qui sont au mariage d'un tel, qui font faire la bouffe par machin, qui sont sponsors par bidule. LVMH, c'était le sponsor des JO. Enfin, quand on parle, on n'a pas encore dit le mot là, mais on parle de technofascisme en fait, hein, depuis le début aussi. Musk, BFF de Trump pendant quand même des mois, qui a aidé à son élection. Zuckerberg qui fait sauter sa modération et qui propulse toute la publicité de l'ICI, mais empêche de voir toutes les informations liées aux droits Voilà, reproductifs. c'est Question de encore une fois reproductive. des idéologies, des projets politiques. Il faut se dire ça. Ce sont des projets politiques. On a parlé dans l'épisode précédent du podcast, on avait parlé sur la concentration des médias avec Vincent Médin, quand on avait touché à ça au milliardaire, on avait parlé de la relevance télé, de la suppression, qui est en plus la suppression de la télé, la suppression de la redevance audiovisuelle, il y avait un impact sur, quand il faut couper un peu, on coupe les infos, les services, les enquêtes, là où ça dérange. Moi, il y a une question que je vais poser à Thibaut depuis qu'on a touché les journalistes qui lancent leur chaîne de YouTube ou qui sont journalistes sur Instagram, qui n'ont plus la carte de presse. Donc, si demain, ils partent faire un reportage en zone de guerre et avec leur chaîne YouTube et que c'est vraiment du contenu sérieux, mais ils n'ont plus la carte de presse, ils travaillent plus pour un média, est-ce qu'ils peuvent demander de l'aide à Reporters sans frontières? Bien sûr, vous savez, nous on travaille dans 180 pays du monde, donc c'est pas les gens qui ont de la carte de presse qui font du bon boulot au Vietnam, hein. Des Je veux dire, personnes avec une chaîne non mais YouTube. oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a une conviction, c'est que le journaliste, c'est une forme de résistance aux idées reçues. Et qu'il faut aller chercher parfois dans le maquis, disons, pour trouver des vrais journalistes. Dans beaucoup de pays répressifs, ce sont des gens, en Iran par exemple, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, à raison, ce ne sont pas ceux qui sont les journalistes officiels, qui sont ceux qui fournissent de la vraie info. Ils se contentent de lire les communiqués des gardiens de la Révolution. Et ben donc c'est pour ça que nous apportons notre soutien à des blogueurs, à des youtubeurs, etc., dans des pays du monde où ce sont eux qui sont les porteurs d'informations. Ce que nous faisons vraiment attention à conserver, c'est cette valeur ajoutée de journalisme, faire en sorte que nous soutenions des gens qui ne sont pas des acteurs du débat politique, qui soient des personnes qui font juste du commentaire. Nous, on a vraiment cette attention particulière au journalisme entendu comme véritablement une forme de contenu qui est en adéquation avec une déontologie et une éthique, quoi. Parce qu'on se demande justement, si aujourd'hui il y a moins d'argent dans les médias, il y a moins de journalistes qui ont les moyens ou qui se font financer par une rédaction pour partir en zone de guerre,
qu'il n'y a pas des influenceurs, des créateurs de contenu vraiment qui font ça, qui vont partir en Ukraine. C'est rare. Ah bah, des propagandistes aussi, hein. Regardez les forces armées israéliennes qui ont invité, une palanquée de gens qui ont des chaînes YouTube, qui n'ont aucune morale, aucune éthique et aucune déontologie. Bah, j'en ai discuté encore récemment avec, des porte-parole des forces armées israéliennes quand je suis allé en Israël la semaine dernière. Pour eux, ils ont invité des journalistes. Moi, j'ai trouvé ça un peu dur à avaler, quoi. La conversation a tourné un peu court. Si, inviter des youtubeurs, qui sont, par essence, non, assujettis à la déontologie, par ailleurs ne font aucun mystère de leurs opinions politiques, de leur soutien, à Israël et cetera. Une fois de plus, c'est leur droit, hein, mais c'est pas du journalisme. Et n'essayons pas de nous faire, tomber dans ce piège où on dirait: «Non mais regardez tous les journalistes, comme par hasard tous les journalistes qui sont dignes de ce nom, seraient biaisés, mais alors tous les propagandistes vraiment seraient des gens super». Je pense qu'il y a un vrai risque aujourd'hui, justement, à essayer de créer de la confusion, hein. Et journalisme, c'est un mot qui a gagné sa noblesse récemment, hein, au 19e siècle. Si vous relisez Balzac, ça veut dire, plutôt une injure. Et là, on est en train de retomber au 19e siècle progressivement, où non seulement un grand nombre de nos concitoyens se disent: «Bah, les journalistes, bah, mais en plus on essaie de vous faire croire que, des tas d'autres gens seraient journalistes. Donc nous, on est très vigilants là-dessus. Ah, parce que d'où viendrait l'idée, justement, que les journalistes, on est riches, on vit très bien. C'est pour revenir un peu au début. Spectacle télévisuel, à la base? Ouais, puis il y a une responsabilité des médias nationaux, hein, qui sont très parisiens, parisiano-centrés, qui parfois enfin moi je vois la façon dont Le Monde est parti dans des délires qui ne concernent que les 3 de la population en parlant de résidences secondaires, enfin je veux dire, il y a des papiers complètement hors sol maintenant dans la presse nation, quoi. Donc évidemment, il y a, un problème de ligne éditoriale de plein de médias et je parle du Monde, mais je pourrais parler d'autres médias, hein, je pourrais parler de Libération, du Figaro, où en fait les gens se sentent beaucoup moins concernés par beaucoup de choses et ils ont raison et il y a une forme d'élitisme moral, il y a une forme de moralisation de certaines choses, de jugement des classes populaires sans savoir. Pourquoi? Mais parce que le journalisme est un entre-soi bourgeois et c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques des écoles de journalisme. Les écoles de journalisme sont un entre-soi blanc et bourgeois où les parents des élèves sont des professions intellectuelles, sont profs. Beaucoup d'enfants de profs sont des enfants de journalistes, des enfants de cadres, et cetera. Donc à un moment, s'il y a pas de diversité parmi les journalistes, on peut pas produire une information qui parle à tout le monde et qui serait un bien public. Ça n'est pas possible dans un entre-soi de parler à tout le monde et de parler à un pays entier et de ne pas avoir, tous ces biais, ces préjugés, et cetera. Donc mais enfin moi ça me semble évident et c'est pas encore une fois, c'est pas mon avis à moi, c'est l'avis de tous les observateurs de la presse, c'est l'avis, des journalistes eux-mêmes, c'est l'avis des profs dans ces écoles, c'est l'avis des rédactions. Il y a un vivier de talents qui ne peut pas accéder à ces écoles de journalisme, mais encore une fois, pas besoin moi j'ai pas fait d'école de journalisme, pas besoin d'en faire une pour être journaliste. Aujourd'hui, c'est compliqué. Mon parcours, moi, il serait impossible aujourd'hui, et encore plus si c'est une école pas reconnue, alors là, laisse tomber, hein, va trouver un stage, quoi. Donc ça reste un entre-soi aussi et c'est ça qui fait que le grand public a une très mauvaise image des journalistes parce qu'on passe, parfois à raison, pour des bourgeois déconnectés, parisiens, et cetera. Mais comme on le disait, c'est aussi dépréciatif vis-à-vis de la presse régionale, comme si tous les journalistes étaient des Parisiens qui écrivent pour de la presse nation ou de la presse mag. C'est pas vrai. La PQR fait un boulot, franchement, incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont oubliés, on parle jamais d'eux. Ouest France, c'est le plus gros tirage en France. Le plus gros tirage d'un journal papier. Et la Bretagne est la région où il y a le plus grand nombre de cartes de presse, hors Île-de-France. Pas pour rien, parce qu'il y a le Télégramme et Ouest France qui ont un ancrage régional historique et les gens continuent d'être abonnés au Ouest France. Les gens qui s'installent en Bretagne, pas bretons, ils s'abonnent au Ouest France et au Télégramme. Il y a une confiance. Il y a une confiance vis-à-vis de la presse régionale. Mais effectivement, si on leur donne pas les moyens de continuer à faire ce taf-là, tu parlais des grands reportages, bah évidemment, ça va être de l'info chien écrasé, l'info de la municipalité qu'on va recopier, etc. Et on voit bien que ça commence déjà à être le cas dans certains médias régionaux. Mais il y a une défiance parce qu'on est un entre-soi et que parfois, nous, en tant que journalistes, on lit des trucs, mais on se dit, mais. Enfin, je veux dire, je pense qu'en tant que journaliste, il y a plusieurs fois par mois où on se dit, ah bah tiens, évidemment que les gens nous aiment pas. Je veux dire, il y a des papiers, franchement, hein, moi je suis sur un groupe Discord, on est une trentaine de pigistes. Nombre de fois où on s'envoie des papiers en mode putain, mais tu m'étonnes que les gens nous détestent. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Mais qui ça concerne? Les 1%? Et puis c'est pété de clichés. Enfin voilà, il y a une forme de condescendance, hein. Il faut pas, faut faire un examen de conscience, hein, de sa propre profession.
Il faut voir que les journalistes, venant d'un entre-soi, ont des biais, comme tout le monde, hein, on est préjugés, mais là, on est vraiment sur des gens qui peuvent, des gens qui orientent quelque chose. On a une influence, on a un impact négatif ou positif, ou entre les deux, ou pas si binaire que ça. Oui, je me souviens quand je suis arrivée en France, on me disait que la presse, elle était élitiste, que c'était vraiment pour les enfants des riches. Et c'est vrai que quand on regarde beaucoup des journaux, il y a beaucoup de particules. Moi, j'ai fait mon parcours sans connaître personne, mais je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à qu'on m'a dit ça. Et alors, pour conclure, des solutions, Thibaut, il en a évoqué pas mal déjà. Ah, moi, je pense qu'il Je pense faut, que tu en as encore. ouais, non, bah, nous, c'est assez clair, hein. Nous, on pense qu'il faut créer un front commun avec un dénominateur commun très clair au sein des médias d'information au niveau mondial pour obtenir le retour des annonceurs avec l'extension de la RSE à une responsabilité démocratique des annonceurs. Il y en a marre des annonceurs qui disent juste je veux pas que mon contenu soit sur ma pub soit sur un site néo-nazi ou pédopornographique. Il faut renverser la vapeur. Il faut qu'ils reviennent de façon volontaire vers Comment? les quoi? Comment le faire Ah revenir? bah, je pense qu'il faut par la loi, on leur impose, Oh. d'avoir un soutien au titre de presse. Il faut qu'on obtienne aussi, et nous sommes en train de l'obtenir, je crois, une découvrabilité accrue pour les titres de presse, que ce soit un seuil pour rentrer dans Google News plutôt que la réputation. Merci les gars. Et je pense qu'en plus de ça, il faut qu'on ait une réforme des politiques publiques, qui soit en faveur du journaliste avec pourquoi pas une taxation des plateformes numériques, parce que, il y a pas de raison que le pollueur ne paye pas. Et puis en plus de ça, je pense qu'il faut qu'on arrive vers une critique des médias qui ne soit pas juste un vecteur de culture populaire négative contre les journalistes, mais que ce soit une critique des médias qui soit constructive, qui permette de transformer les choses, qu'il y ait une prise de conscience au niveau des directions de rédaction pour aller justement restaurer le lien de confiance avec les citoyens, qui est la condition du pacte journalistique. Moi, je pense que le journaliste, c'est une promesse, il faut la tenir, elle n'est pas toujours tenue. Et après, il ne faut pas s'étonner si les gens viennent voilà, dire qu'ils détestent les journalistes. Mmh. Si je peux ajouter du coup des solutions plutôt côté, outils numériques par lesquels le public accède à l'essentiel de son info aujourd'hui, sauf pour tout ce qui est du coup audiovisuel, de flux et encore journaux papier. Effectivement, le fait de proposer une taxe GAFAM, c'est une, mesure importante. Le fait de réguler les plateformes, qu'on parle de plateformes sociales ou d'autres types de plateformes numériques, c'est aussi hyper important. L'Union européenne s'est dotée de lois a priori super intéressantes. Le problème, c'est qu'elle n'a pas forcément la volonté de les appliquer aussi précisément que ce que ces textes permettent de faire. Bah, ça, c'est des choses sur lesquelles il faudrait, travailler beaucoup plus, sur lesquelles les citoyens, citoyennes peuvent demander des comptes aussi, encore une fois. Par exemple, là, en ce moment, la France la justice française, qui vient de descendre ce matin, dans les bureaux français de X, ça fait partie des manières possibles d'envoyer des messages pour dire: «On ne veut plus que ces réseaux sociaux, participent à manipuler la manière dont on accède à tous les contenus, informations comprises». Ça veut aussi dire que la profession de journaliste, et tous les représentants aussi parfois politiques, institutions publiques avec lesquelles elle parle, elle fasse son autocritique du type d'outils qu'elle utilise et qu'elle promeut. Parce que les journalistes, on a beau de plus en plus quand même critiquer X et son orientation, la difficulté des collègues Mmh. à se désintoxiquer de ce réseau est quand même complètement délirante, quoi. Ouais, c'était facile. Je suis sortie, Mais moi Mais aussi, c'est qu'il y a pas il y a c'est dur pas si lendemain. dur, je ça comprends dépend pas. ce qu'on fait comme, Ça dépend, voilà. oui, oui, ça Mmh. dépend de Quand on est la pigiste, on spécialité. se dit: «Il faut que je sois visible» et Et cetera. quand on est journaliste politique, mais alors là, j'aimerais quand même signaler ce truc en cercle fermé où les journalistes politiques ne quittent pas Twitter parce que les politiques sont encore sur Twitter. Emmanuel Macron qui veut interdire tous les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, alors même que la justice aussi est en train de poursuivre X, il parle principalement sur X, beaucoup moins sur toutes les autres plateformes. Est-ce que là, il n'y a pas aussi plein de travaux à faire pour aller vers d'autres types de réseaux, soit juste d'autres au sens Oui, large, parce que soit même oui, Sky, promouvoir Mastodon, ça marche pas tant que ça. pour l'instant, Mastodon, ça ne marche qu'auprès des geeks de gauche, alors qu'ils sont très sympathiques. Je suis moi-même sur, Mastodon, mais effectivement, on ne retrouve pas la totalité de ce qu'on avait sur X. Mais il faut comprendre qu'on s'être rendu dépendant d'un seul tuyau d'information de cette manière-là, c'était une erreur journalistique aussi, en fait. C'était une erreur déontologique. Et il faut aussi qu'on travaille sur ça, sur changer de plateforme, multiplier les plateformes, comment améliorer nos outils, quoi. Souveraineté numérique aussi, C'est aussi essentiel, en fait, pour l'amélioration du paysage de l'info. moi je m'adresserais au public et aux journalistes. Déjà aux journalistes, moi j'ai créé Paye ta pige il y a plusieurs années, pour que à la fois les journalistes aient connaissance du tarif, que pratiquent des médias, pour pouvoir leur proposer des piges. Donc c'est collaboratif, les gens, entrent sur le formulaire, le tarif et cetera. Mais j'ai aussi créé, pour le grand public, pour justement on connaisse le prix de l'information. Sa valeur c'est autre chose, mais qu'on connaisse le prix, donc que les gens se rendent compte de combien on est payé.
par des médias qui semblent très riches ou je ne sais quoi, ou qui ont une image bourgeoise, et aussi pour l'image des journalistes. Parce Donc, on que écrit beaucoup d'articles pour arriver à un mais pour SMIC, hein. réussir à avoir un SMIC en tant que pigiste, c'est hyper difficile, vraiment, c'est super difficile. Et puis, c'est pas les rédacs qui nous commandent les papiers. On fait tout ce travail de veille, on demande, on cherche, on machin. Enfin, c'est hyper chronophage. En tout cas, et puis c'est très mal payé, on l'a redit. Mais ça, vraiment, il faut arrêter avec le fantasme du journaliste riche, bourgeois, je ne sais quoi, dans le sens pécunier, quoi. Il peut venir d'un milieu bourgeois, il l'est pas forcément là s'il est pigiste. Et il faut vraiment aussi décorréler J'aime bien l'image. ça, c'est vrai. Bah non, mais c'est vrai. Et puis, il faut décorer l'image du journaliste télé, producteur, et puis qui est payé 8 000 € par mois, qu'on retrouve sur des chaînes d'information en continu, par exemple, du journaliste qui va être en train de faire les petites fiches derrière ou qui est payé à la journée 100 balles. Donc, il y a journaliste et journaliste. Et comme tous les comédiens sont pas Danny Boone, quoi. Voilà, on va arrêter de. Voilà. Et, et aux journalistes, donc, ouais, je leur dirais, syndiquez-vous. Jouez la collectif, donc rejoignez des collectifs. Nous, Profession de pigiste, ça fait 26 ans qu'on existe. Ça a été créé en 2000. Profession pigiste, c'est une asso nationale. On a quasiment 500 adhérents, adhérentes. On organise des apéros pigistes dans toutes les villes en France. On fait les 48 heures de la pige chaque année où pendant 2 jours, c'est pour les journalistes, par les journalistes. Retour d'expérience, ateliers, formations, intervenants, intervenantes extérieures. On fait des rencontres avec des red chefs aussi pour qu'ils nous parlent aussi de comment ils fonctionnent. Et on est en lien avec les syndicats. On est en lien avec France Travail pour aider les pigistes aussi et pour parler à France Travail de notre situation. Là, on va peut-être essayer de contacter l'AFDAS aussi par rapport à la formation. Donc, on est en contact avec Audience, qui est sponsor du Paris Radio Show. Donc, cet écosystème, il est important. Cette solidarité, elle est importante. Ce collectif, il est crucial, notamment quand on est pigiste, on est seul. On travaille souvent seul, donc c'est très difficile. Et on se sent un peu démuni parce qu'on se dit, on va encore une fois accepter certains tarifs, certains boulots parce qu'on a bien besoin de bouffer et on se juge pas, mais ça attire vers le bas la profession aussi. Donc, je dirais au grand public de s'intéresser aussi aux conditions matérielles de notre métier, de nos métiers de journaliste, et aux journalistes aussi de faire poids avec un collectif et de s'intéresser aussi et de faire, je te rejoins là-dessus, une autocritique constructive de son propre métier, de sa propre corporation, et de pas s'arc-bouter sur des espèces de principes dogmatiques de « Ah mais les gens, de toute façon, et les gens, ils aiment la merde, et les gens, machin ». Non, les gens, ils aiment que. Moi, je me souviens quand je bossais à France Télé, on a créé le site d'info. Donc ça remonte maintenant, le nombre de fois où on m'a dit: «Ah mais si, ça, faut faire, un petit article, les gens ils aiment bien ça». J'étais là, comme ça les gens Qui sont les déjà gens? exactement, les gens c'est qui les gens? Encore une fois, façon de se distancier. Nous, on n'est pas les gens, on est des journalistes, ouh là là, et «Oh mais les gens ils aiment bien les trucs insolites, avec des sources un petit peu cheloues, ça va faire du clic». Et moi je me rappelle d'une phrase qu'on m'avait dit, où on était assez en colère contre un chef qui nous avait dit ça, et il disait: «Non mais attendez, vous vous rendez compte, vous vous rendez pas compte que, l'info insolite, là, machin, que vous dénigrez, ça fait que les gens, ils vont venir sur le site et après ils vont lire, les 10 000 signes sur la guerre en Syrie». J'étais là: Ça me rappelle exactement ce qu'on m'a appris en cours. C'est exactement comme ça qu'on m'enseignait de faire Voilà. par exemple, des journaux télévisés, en mettant l'accent sur des sujets, rebattus 12 000 fois. Et c'est un vrai problème, c'est un vrai souci d'apprendre ça aux gens et de leur dire: «Les gens, ils vont lire ton 10 000 signes sur la Syrie». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde s'en fout de ton 10 000 signes sur la Syrie. Les gens, ils veulent, je sais pas, un homme avec un obus dans les fesses, là, comme on a vu il y a quelques jours. Bon, voilà. Non, en fait, c'est pas ça qui fait venir qu'eux, et c'est pas les gens, ils aiment qu'eux. Donc vraiment, se dire qu'on fait une information qui est, intelligente, importante, déontologique, la confiance et puis la transparence aussi. C'est important, la transparence. Un joli mot pour conclure, transparent. Donc, je vous remercie tous les 3 d'être venus. Nora, j'ai dit à tous les pigistes, adhérez à Profession Pigiste. N'importe qui, pigiste ou pas, journaliste ou pas, que vous travaillez dans les médias ou pas, allez voir Paye ta pige. Comme ça, vous verrez combien est-ce qu'on est payé. Mathilde, le livre L'envers de la tech, lisez-le. Thibaut, adhérez, faites des dons à Reporters sans frontières, parce que c'est ça qui va garantir la liberté de la presse et la démocratie, en fin de compte. Tout à fait. Allez, tout à fait. Merci beaucoup à Merci. toi. Merci. Merci. C'était l'actu, ces trucs de vieux, le podcast. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi pour ne pas rater la suite. Tu peux aussi le liker, le commenter, ça m'encourage à continuer. Et surtout, si tu es du genre à aimer lire, inscris-toi à la newsletter. Je suis Lola Parra Cravioto. Hasta pronto pour une nouvelle dose d'actu.